Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre participation à la campagne d'évaluation des projets de partenariat 2020 pour l'éducation des adultes. Simon Caillé Bonjour. et moi-même, Rémi Garcia, sommes tous deux chargés de projets de partenariat et serons vos interlocuteurs à l'agence. Dans cette classe virtuelle que vous êtes sur le point de visionner, nous ferons le lien entre votre mission d'évaluateur de partenariat et les spécificités, les enjeux du secteur de l'éducation des adultes. Pour toute information plus générale sur les partenariats stratégiques, nous vous invitons à consulter la présentation PowerPoint mise à votre disposition sur cette action clé du programme Erasmus+. Dernier point, n'hésitez pas à nous adresser par mail les questions que vous pourriez vous poser à la fin de cette présentation. Nos contacts vous seront donnés en fin. En termes de contenu, dans un premier temps, nous allons replacer votre mission d'évaluateur dans le contexte de cet appel à propositions 2020. Ensuite, et en guise de rappel pour certains, ou d'information pour les autres, nous vous présenterons les spécificités du secteur de l'éducation des adultes en termes de public et de priorité. L'idée étant de vous permettre de bien comprendre les enjeux auxquels la Commission européenne souhaite répondre lorsqu'elle soutient des projets de partenariat de l'éducation des adultes. Enfin, nous conclurons cette présentation en faisant un point sur les outils dont vous disposerez pour mener à bien cette mission d'évaluation, notamment la grille d'évaluation. Pour information, cette vidéo restera disponible sur votre espace évaluateur tout au long de la campagne d'évaluation. Tout d'abord, voici le calendrier de la mission d'évaluation 2020. 3 journées clés sont à bloquer et sont obligatoires, le 15 avril et les 18 et 19 mai. Il s'agit là de 2 réunions qui se dérouleront à Bordeaux et qui délimiteront les différentes phases de la campagne d'évaluation. Une fois les premiers éléments d'information en votre possession, par le biais de cette classe et des différents documents qui seront mis à votre disposition, nous vous inviterons à vous approprier plus en détail la grille d'évaluation par le biais d'un cas pratique. Il s'agira de l'analyse d'un dossier test, dont vous devrez nous retourner les commentaires au plus tard pour le 27 mars. Au cours de la journée du 15 avril, nous reviendrons en groupe sur l'analyse de ce dossier test afin d'approfondir les questions relatives aux règles budgétaires, à la méthodologie d'évaluation, ainsi qu'aux outils disponibles pour mener cette mission. À la suite de cette journée, vous aurez environ 1 mois pour évaluer entre 9 et 10 dossiers. Les 18 et 19 mai, vous consoliderez en présentiel vos notes et commentaires avec votre binôme, dont le nom vous sera révélé une fois la période d'évaluation individuelle achevée. Pensez donc à prendre vos dispositions et à faire vos réservations pour ces différentes dates. Nous allons maintenant vous présenter les principales missions de l'évaluateur ainsi que les attentes de l'agence en matière d'évaluation. Suite à la session de briefing, chaque évaluateur va avoir une liste de projets, entre 9 et 10 selon les projections, à évaluer de manière individuelle et à distance depuis une plateforme en ligne appelée OEET. Cette mission implique notamment d'avoir une bonne connaissance du cadre de l'action partenariat stratégique et des règles de financement, de s'approprier la grille et les critères d'évaluation des projets de partenariat, de ne pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêts avec les candidatures que vous évaluez. Vous aurez d'ailleurs une déclaration de non-conflit d'intérêts à signer, également d'être impartial et de respecter le principe de confidentialité. Et enfin, de respecter les délais impartis pour réaliser vos évaluations individuelles. Ensuite, une phase de consolidation des évaluations individuelles est prévue dans la mesure où chaque candidature est évaluée par 2 évaluateurs selon le principe de la double évaluation. Le nom de votre binôme vous sera communiqué à la fin de la période de l'évaluation individuelle. Il s'agit pour chaque binôme d'harmoniser leurs notes et commentaires individuels pour aboutir à une évaluation consolidée. Pour information, les notes et les commentaires de chaque critère évalué ainsi que la note globale et le commentaire final de l'évaluation seront transmis aux candidats. D'où l'importance de soigner la rédaction des commentaires et de s'appuyer sur les critères de la grille pour l'attribution des notes. L'objectif final étant pour l'agence de sélectionner des projets de qualité pour le secteur de l'éducation des adultes. Pour vous aider et vous accompagner dans votre mission d'évaluation, l'agence a mis en place le dispositif des experts référents. Qui sont les experts référents?
Ce sont des évaluateurs expérimentés sur l'action des partenariats stratégiques et sur le secteur de l'éducation des adultes, qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de la session d'évaluation. Concrètement, ils vont co-animer les échanges et encadrer l'analyse de la candidature test en collaboration avec l'agence pendant la session de briefing, accompagner 2 à 3 binômes pendant la phase de la période de l'évaluation individuelle et seront donc à ce titre la personne ressource à contacter pour toute question. Ils vont également participer à la consolidation des évaluations en tant que modérateurs au sein des binômes. Et enfin, ils vont relire les commentaires consolidés transmis aux candidats et vérifier leur conformité vis-à-vis des attentes de l'agence. Les experts référents seront notamment susceptibles de vous contacter après la consolidation en cas d'incompréhension sur un commentaire. Un temps de présentation spécifique de la mission de l'expert référent est prévu pendant le briefing. Les experts référents seront cette année au nombre de 4. Il s'agit de Véronique Ortiz, Consuelo Garcia Sanchez, Thierry Frossard, tous les 3 déjà experts référents sur les partenariats de l'éducation des adultes les années passées, ainsi que Fabien Chevet, nouvel expert référent cette année, mais évaluateur expérimenté sur l'action. Ces 4 experts référents se présenteront lors de la journée de briefing. Passons à présent à la deuxième partie de cette présentation, où nous allons détailler davantage le secteur de l'éducation des adultes. Tout d'abord, dans les différents cadres politiques européens pour l'éducation, on parle bien, lorsqu'on parle d'éducation des adultes, de toute forme d'éducation non professionnelle des adultes, qu'elle soit formelle, non formelle ou informelle. Dans le programme Erasmus+, un apprenant adulte est donc un apprenant qui a terminé ou quitté l'enseignement ou la formation initiale, et qui reprend un type quelconque de formation continue. Cette définition est précisée dans le glossaire du guide du programme Erasmus+ 2020 version française. Vous le trouverez à partir de la page 353. Le cadre européen pour la coopération entre États membres sur les questions d'éducation et de formation, appelé Cadre stratégique éducation et formation 2020, précise que les actions de formation de ce secteur peuvent viser le développement de compétences liées à des situations de la vie courante ou à la citoyenneté, de compétences qui favoriseront l'obtention d'un emploi pouvant viser le développement individuel, par exemple. Toutefois, les cadres stratégiques qui définissent l'utilisation des fonds pour ce secteur, comme l'agenda européen pour la formation des adultes et la recommandation du Conseil Parcours de renforcement des compétences, orientent les outils financiers de l'Union européenne autour de priorités plus précises. Le parcours de renforcement des compétences met en avant la nécessité pour un grand nombre d'Européens de développer leur niveau de maîtrise des compétences de base que sont la lecture, l'écriture, le calcul et l'usage basique des outils numériques. L'objectif étant ici de limiter auprès de ces personnes les risques de chômage, de pauvreté et d'exclusion sociale auxquelles elles sont particulièrement confrontées. L'agenda européen pour la formation des adultes met davantage l'accent sur la nécessité d'élargir l'offre de possibilités d'apprentissage, d'améliorer la qualité et l'accessibilité de l'offre de formation, tout en ciblant également un public fragilisé vis-à-vis du marché du travail. De ce fait, le programme Erasmus+, en tant qu'outil financier au service de ces cadres stratégiques, cible les priorités que je vais maintenant vous présenter. Dans un premier temps, vous l'aurez compris, la cible de ces priorités sont bien entendu les apprenants adultes peu qualifiés et ou peu compétents. Leurs objectifs généraux sont de soutenir l'accès au parcours de renforcement des compétences, notamment des compétences clés et transversales. À noter qu'une seule priorité, contre 3 sur 5 l'année dernière, fait référence explicitement aux compétences de base, à savoir la lecture, l'écriture, le calcul et l'apprentissage du numérique. Cette évolution témoigne sans doute d'une volonté d'ouverture des priorités sectorielles au niveau des compétences ciblées pour les apprenants adultes. 5 priorités sont référencées sur le secteur de l'éducation des adultes, à savoir étendre et développer les compétences des éducateurs, notamment par le biais des outils numériques.
Améliorer et élargir l'offre de possibilités d'apprentissage de haute qualité pour adultes en mettant à disposition des offres de formation souples et adaptées à leurs besoins de formation. Augmenter la demande et l'intérêt par des stratégies d'information, d'orientation et de motivation afin d'encourager le public cible de ce secteur à mobiliser l'offre déjà existante. Faciliter l'accès au parcours de renforcement des compétences en lien avec la recommandation présentée sur la slide précédente. Et enfin, élaborer des mécanismes de suivi de l'efficacité des politiques dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes, en lien avec l'agenda européen pour la formation des adultes. Il s'agit donc d'avoir une démarche qualité sur l'offre de formation proposée. Nous vous incitons grandement à prendre connaissance de ces priorités de façon plus détaillée aux pages 114 et 115 du guide du programme 2020 français ou aux pages 104 et 105 du guide du programme anglais. Notez toutefois que le programme Erasmus+ laisse la possibilité aux candidats de sélectionner une priorité principale ne relevant pas du secteur dans lequel il s'inscrit. Il est en effet possible de sélectionner une priorité transversale aux différents secteurs de l'éducation et de la formation. On parle ici de priorités dites horizontales. Les priorités européennes horizontales 2020 sont les suivantes. Le soutien aux opportunités pour tous, à l'acquisition et au développement des compétences clés et de base. L'inclusion sociale. L'investissement durable ainsi que la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation. Les pratiques innovantes à l'ère du numérique. La transparence et la reconnaissance des compétences et des certifications, les valeurs sociales et éducatives du patrimoine culturel européen, le soutien aux éducateurs, et enfin, deux nouvelles venues pour cette année 2020, les objectifs environnementaux et climatiques, et les valeurs communes, l'engagement civique et la participation démocratique. Le programme laisse donc la possibilité de sélectionner une ou plusieurs priorités horizontales. Mais la grille d'évaluation rappelle bien que si aucune priorité du secteur n'est sélectionnée, l'impact pour ce secteur doit être bien démontré. Le projet doit donc, dans tous les cas, s'adresser à un public adulte disposant d'un faible niveau de qualification et ou de compétences. Ici aussi, nous vous incitons grandement à prendre connaissance de ces priorités horizontales de façon plus détaillée aux pages 110 et 111 du guide du programme. Aussi, n'hésitez pas à consulter les priorités des autres secteurs car celles-ci peuvent également être sélectionnées, en priorité secondaire et non principale, par les candidats positionnés sur le secteur de l'éducation des adultes. Comment savoir si le projet s'inscrit sur le secteur de l'éducation des adultes? Il faut d'une part pouvoir identifier les publics cibles, en particulier les apprenants adultes peu qualifiés et ou peu compétents, visés par les activités du projet, et ensuite évaluer dans quelle mesure le projet répond à une ou plusieurs priorités pertinentes pour le secteur de l'éducation des adultes, qu'elles soient sectorielles ou horizontales. Le candidat doit sélectionner dans le formulaire une priorité principale parmi les priorités du secteur de l'éducation des adultes ou les priorités horizontales, puis a ensuite la possibilité de sélectionner jusqu'à 2 priorités supplémentaires parmi les priorités horizontales ou sectorielles, tous secteurs confondus, soit 3 priorités au maximum. L'inscription sur le secteur de l'éducation des adultes se justifie donc au regard des priorités du programme et des publics qui sont majoritairement ciblés par le projet. Cette question a des conséquences directes au niveau de l'évaluation, dans la mesure où la proposition doit démontrer sa pertinence par rapport aux priorités sélectionnées au titre du critère d'attribution numéro 1, pertinence du projet, évalué sur 30 points. La grille d'évaluation précise également que si la candidature ne fournit pas de données probantes de sa pertinence vis-à-vis d'au moins une priorité, sectorielle ou horizontale, elle sera évaluée comme faible pour le critère d'attribution pertinence du projet et sera, par voie de conséquence, rejetée. Par ailleurs, il est également précisé que si le projet répond à une priorité horizontale, il doit clairement démontrer l'impact pour le secteur sur lequel il a été déposé, en l'occurrence pour le secteur de l'éducation des adultes.
L'inscription et la pertinence du projet sur le secteur de l'éducation des adultes se définissent en fonction des priorités et des publics, comme on l'a vu, et non pas de la nature des organismes qui composent le partenariat. Par conséquent, les structures susceptibles de déposer un projet de partenariat de l'éducation des adultes ou bien d'être partenaires peuvent avoir des profils très variés. Le guide du programme Erasmus+, précise que tout organisme public ou privé peut participer à un projet de partenariat de l'éducation des adultes. On peut donc retrouver des structures telles que des associations, qui constituent en général la majorité des candidats ou des partenaires, ou bien des collectivités locales, des organisations non gouvernementales, des établissements d'enseignement supérieur, etc. Charge à vous ensuite d'évaluer dans quelle mesure les structures partenaires du projet ciblent dans leurs activités des apprenants adultes. Pour information, les organismes peuvent être issus de pays participants au programme ou bien de pays partenaires, hors programme. Outre les priorités européennes, chaque agence nationale a la possibilité de définir des thématiques prioritaires dans le contexte national. Pour la France, 4 priorités nationales ont été inscrites au bulletin officiel de l'éducation nationale pour 2020. Il s'agit de l'inclusion des personnes en situation de handicap, de la lutte contre les décrochages, du développement des compétences, compétences transversales, compétences clés, et de la prévention de l'illettrisme, que l'on retrouve également dans les priorités sectorielles. Et enfin, du rôle de l'éducation dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition environnementale. Il s'agit ici d'une nouveauté. Les projets qui justifieront et cibleront au moins une de ces 4 priorités nationales bénéficieront de 3 points supplémentaires dans la limite des 30 points du critère pertinence. Ces 4 priorités se traduisent sous 7 thèmes dans le menu déroulant du formulaire de candidature en ligne. Ces 7 thèmes sont présentés sur cette diapositive. Nous allons maintenant entamer la 3e et dernière partie de cette présentation, au cours de laquelle nous allons nous concentrer sur les modalités, les principes et les critères d'attribution des projets de partenariat. Cependant, pour rappel, toutes les informations données ici sont disponibles dans le guide des évaluateurs, pour lequel un lien sera donné en fin de présentation. Dans un premier temps, nous allons faire un rappel formel des modalités de l'évaluation. Tout d'abord, chaque candidature est évaluée sur la base de 4 critères, représentant un total de 100 points. Ces 4 critères vous seront présentés un peu plus tard dans la présentation par Simon. Par la suite, afin de pouvoir être retenus pour financement, les candidatures doivent obtenir au moins 60 points au global et, au moins, la moitié du nombre maximum de points pouvant être attribués pour chaque critère. Pour exemple, un 14 sur 30 ou un 9 sur 20 sur un critère seront d'office éliminatoires et ce, indépendamment de la note globale de la candidature. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail et d'un point de vue qualitatif. Le guide des évaluateurs évoque 2 principes qui sous-tendent l'évaluation des candidatures de partenariat. D'une part, le principe de proportionnalité, qui vise à favoriser l'accès au programme à des structures de moindre ampleur. On précise bien ici que les ambitions d'un projet en termes de nombre d'activités réalisées, de priorités abordées, etc., ne sont pas à analyser de manière absolue, mais relativement aux capacités des structures qui portent le projet. D'autre part, la notion d'efficience, aussi évoquée dans le guide des évaluateurs, va supposer que l'évaluation permet également de vérifier la cohérence de la demande budgétaire formulée par rapport aux objectifs du projet. C'est-à-dire que même un projet ayant reçu une note qualitative élevée peut voir sa demande budgétaire révisée à la baisse si les évaluateurs l'estiment inadaptée aux objectifs du projet. Quoi qu'il en soit, ces principes s'insèrent dans la grille d'évaluation où ils se traduisent par certains sous-critères d'analyse. Avant d'aller dans le détail de la grille d'évaluation et de la présentation générale des critères, voici une illustration du principe de proportionnalité que nous venons d'évoquer. Vous allez être amené au cours de cette campagne d'évaluation à évaluer 2 types de projets différents. D'une part, les projets de développement de l'innovation et d'autre part, les projets d'échange de pratiques.
Bien qu'il n'y ait pas de concurrence directe entre ces deux types de projets, puisqu'ils disposent tous deux d'une enveloppe budgétaire distincte, il faut bien noter que vous allez tous les évaluer sur la base d'une même grille et des mêmes critères. Ces projets présenteront une forte disparité en termes d'ampleur, d'objectifs, etc. D'où l'idée de proportionnalité qu'il faut absolument garder en tête lors de l'évaluation de ces projets. D'un point de vue budgétaire, les projets d'échange de pratiques peuvent d'ailleurs mobiliser un nombre plus restreint de postes puisqu'ils n'ont pas accès aux productions intellectuelles et de fait pas accès aux événements de dissémination. En effet, ces projets sont centrés principalement sur des objectifs immatériels comme créer des réseaux européens, faire évoluer les pratiques par des échanges à échelle européenne ou aider les structures bénéficiaires à développer leur capacité à opérer à un niveau transnational. Les projets de développement de l'innovation sont, eux, centrés sur le développement de productions tangibles et de leur diffusion. Vous pouvez d'ailleurs noter ici la différence des budgets moyens demandés par type de projet. La grille d'évaluation des projets de partenariat stratégique est composée de 4 critères d'attribution principaux. Il s'agit de la pertinence du projet, noté sur 30 points, la qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet, sur 20 points, la qualité de l'équipe du projet et des modalités de coopération, sur 20 points, et enfin de l'impact et la diffusion du projet, sur 30 points. Nous souhaitions maintenant attirer votre attention sur certains points faibles récurrents des candidatures qui ont été identifiées par les évaluateurs lors des sessions précédentes. Il s'agit notamment, pour le critère pertinence, de l'analyse des besoins des publics cibles, qui doit avoir été faite en amont du dépôt du dossier, et le lien avec les priorités sélectionnées. Il s'agit également de l'identification dans la candidature des publics cibles et particulièrement des apprenants adultes, qui ne ressort pas toujours suffisamment, de la dimension éducative et formative qui n'est pas toujours avérée. Certains projets sont davantage des plaidoyers visant à influer sur les politiques publiques. Et enfin, des thématiques souvent trop semblables et des apprenants adultes qui apparaissent peu. Concernant la conception et la mise en œuvre du projet, il s'agit de l'adéquation de la demande budgétaire par rapport aux activités et aux résultats prévus, en particulier concernant les productions intellectuelles et les coûts exceptionnels. Pour les projets d'innovation, il faut donc être vigilant sur la nature des productions et la justification du nombre de jours demandés pour leur réalisation, ainsi que sur les catégories de personnel mobilisés. Pour les coûts exceptionnels, il s'agit également d'évaluer l'opportunité et le montant des coûts, ainsi que leur justification pour le projet. Vous trouverez les définitions des différentes activités dans le guide du programme Erasmus. Pour la qualité de l'équipe du projet et des modalités de coopération, il s'agit de la description des partenaires et de leurs activités en lien avec la thématique du projet et les publics cibles visés. Enfin, pour l'impact et la diffusion, il s'agit de l'existence d'un plan qualité, d'indicateurs d'impact ou d'autres éléments relatifs à la dissémination des résultats. Également de la définition des impacts si les publics cibles ne sont pas bien identifiés au départ. Et enfin, de la difficulté pour les petits porteurs de réaliser une analyse solide de l'impact. Il s'agit ici d'un retour d'expérience des évaluateurs de la session de l'année dernière. Vous devrez, quoi qu'il en soit, évaluer les projets au regard de l'ensemble des critères de la grille d'évaluation. Voici le barème de notation, extrait du guide des évaluateurs 2020, que vous allez devoir utiliser pour évaluer les candidatures. Ce barème prévoit, pour l'évaluation de chaque critère, des fourchettes de notes correspondant à 4 niveaux. Très bien, bien, acceptable et faible. Il vous faudra donc vous appuyer de manière systématique sur la définition donnée pour déterminer si le critère est abordé de manière faible, acceptable, bien ou très bien abordé. L'objectif étant d'obtenir une approche aussi homogène que possible à la fois d'un évaluateur à l'autre et d'un pays à l'autre.
En mars, il s'agira de réaliser un exercice autour d'un dossier test qui vous sera transmis au plus tard le 6 mars. L'exercice visera dans un premier temps à vous permettre de vous approprier le formulaire de candidature, la grille d'évaluation, ainsi que les ressources notamment liées aux priorités mentionnées auparavant. Votre analyse de ce dossier sera également l'occasion de vous familiariser avec la structure budgétaire d'un partenariat stratégique et de prendre connaissance de ce que l'agence attend des évaluateurs vis-à-vis des demandes budgétaires des candidats. Votre évaluation individuelle sera à nous remettre pour le 27 mars. La restitution de cet exercice se fera lors du briefing le 15 avril à Bordeaux, dont l'objectif est d'arriver ensemble et grâce aux experts référents à une harmonisation des notations et de faire émerger un niveau standard de qualité dans la rédaction des commentaires. Voici la liste et les liens directs vers les ressources de référence dont nous avons parlé au cours de cette présentation. Vous retrouverez notamment le guide du programme Erasmus+, 2020 en français et en anglais, la grille d'évaluation, également des documents cadres pour le secteur de l'éducation des adultes, et enfin un exemple de projet de partenariat de l'éducation des adultes soutenant l'innovation et qui avait été identifié comme bonne pratique par la Commission européenne. Merci beaucoup pour votre attention virtuelle. Nous vous donnons rendez-vous le 5 ou le 6 mars pour l'échange questions-réponses toujours à distance avant de vous retrouver le 15 avril à Bordeaux. Au revoir et à bientôt.